La dernière année et demie, jusqu'au mois de mars à peu près, c'était intenable. Ce qui vient en répétition mérite ton attention. Puis à ce moment-là, moi, comme coach, je sentais le besoin d'aller intervenir puis de dire, là, c'est inacceptable. Mais on a appris 100 fois plus en quelques semaines avec Wilfried Nancy qu'on a appris avec Thierry Henry. Je parle avec beaucoup de gens qui, à la base, se contrebalançaient du soccer. Mais moi, je suis pas là pour leur dire qu'ils ont tort. Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a le 19e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille Olivier Bret. Avant d'aller plus loin, likez, abonnez-vous et activez les notifications. C'est super important pour la visibilité de la chaîne. Anciennement joueur et entraîneur, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'Olivier a basculé dans le monde des médias où il occupe plusieurs fonctions. Analyste, animateur, descripteur, chroniqueur pour en nommer que quelques-unes. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de son travail et de ses 15 casquettes, de la mission qu'il se donne au travers de son travail, du rôle que les médias ont dans le monde du football, du passage de Thierry Henry à Montréal et des relations tendues qu'il avait avec les médias. On va parler de Patrice Bernier, on va parler de Didier Drogba. Bref, on parle de tout sans tabou. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Olivier, bienvenue au cœur du jeu. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Est-ce que tu peux commencer avant que tu te présentes? OK. Non, c'est quoi? Je vais te laisser te présenter et puis je vais enchaîner après. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie? Je suis ton ancien coach. Ça commence-tu comme ça? Ouais. Donc, on va partir vers là. Écoute, je vais commencer par la fin, puis je vais peut-être essayer de remonter un peu parce que c'est plus cohérent comme ça. Maintenant, je travaille dans les médias depuis 11 ans. J'ai le grand plaisir d'être le descripteur des matchs du CF Montréal en MLS pour la radio. Je suis animateur, analyste aussi pour le Réseau des sports à Montréal, qui est une chaîne de télé. J'écris aussi pour la RDS.ca et tout ça est venu d'une opportunité qui s'est présentée à l'époque de travailler dans les médias à la télé pour ce qui est maintenant un compétiteur, TVA Sport. Et cette opportunité-là s'est présentée parce que je travaillais justement à l'Impact de Montréal, maintenant devenu CF Montréal. Et j'étais là comme directeur des écoles de soccer, comme entraîneur adjoint de l'équipe réserve. Et ça venait du fait que j'ai pas mal juste baigné dans le soccer toute ma vie. J'aime beaucoup dire que j'ai jamais eu une vraie job. J'ai que coaché, joué, puis ça m'amène au point où on est en ce moment à se jaser ensemble d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. OK. Je voulais démarrer avec une petite anecdote. Vas-y. Donc, tu me diras si tu t'en rappelles. C'était l'année, je ne l'ai pas, mais je sais que j'avais 13 ans. Donc, c'était notre première année dans le 3A. Si je ne dis pas de bêtises, tu étais notre entraîneur et Alexandre Hamel était le coach assistant. Et donc, on se faisait tabasser tous les week-ends. On n'a pas eu des bons résultats cette année-là. On perdait beaucoup, on va dire ça comme ça. Et je me rappelle d'un match, c'était à Rochebelle. Donc, on est en train de jouer, on est en train de perdre comme d'habitude. Et il y a un parent sur le côté qui nous crie « Come on, gang de losers ». Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Je ne sais pas si c'est là où tu t'en vas, mais moi, je suis allé parler avec les parents à la fin du match, si je me trompe. Exactement. Ouais. Exactement. Et là où je voulais en venir, c'est qu'après le match, donc, tu prends les parents et c'est la première fois, parce que mon père m'a aussi entraîné, j'ai un père qui était quand même dur avec nous, toujours bienveillant, mais strict quand même et dur. Et c'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire aux parents que leur job, c'était pas nécessairement d'être dur avec nous, de nous coacher, etc., que leur job, c'était de nous encourager et de nous supporter. Ce qui m'amène à ma question, d'où est venue cette réflexion-là, cette façon de penser? Parce qu'on va dire que c'est à la mode aujourd'hui, mais je me rappelle, c'est encore clair dans ma tête, à ce moment-là, ça m'a ouvert les yeux. Ah ouais, en fait, ils ne sont pas là pour nous crier dessus. C'est intéressant parce que j'avais oublié, maintenant que tu m'en parles, je sais exactement de quoi tu parles, mais j'avais un peu oublié ça, puis ça tombe sous le sens parce que maintenant, c'est une chose que j'aime faire. J'offre des conférences avec des parents d'athlètes, ça dépasse le soccer à proprement dit, pour les aider à quelque part à maximiser l'expérience sportive de leur enfant, mais en trouvant leur place. Puis leur place, c'est justement pas celle du coach, c'est pas celle de l'arbitre, c'est pas celle du manager, du gérant d'équipement, c'est celle de parents. Et
je te dis que je ne suis pas capable de t'identifier un élément qui a fait en sorte que ce jour-là, ça m'est venu, mais il faut comprendre un peu le fait que je suis un produit de la maison chez nous. Mon père a baigné dans le foot toute sa vie. C'est lui qui m'a beaucoup, beaucoup épaulé. C'est grâce à lui que j'ai commencé à coacher, que ce soit en club ou avec son école de soccer, l'Académie Pro Foot à Québec. Il est parti à l'époque où les écoles de soccer, ça ne courait pas les rues, là. En 95, quand Pro Foot a commencé, il y en avait très peu au Québec, pour ne pas dire aucune. L'autre aspect, puis c'est peut-être celui qui est le plus pertinent encore pour cet épisode-là, c'est que ma mère a baigné dans le milieu de l'éducation pendant 40 ans. Puis, pour moi, ça a toujours été une question d'intervenir quand il y a des choses qui viennent à répétition et qui débordent. Et cette fois-là, je me souviens, c'était de quelqu'un qui n'avait aucune mauvaise intention, qui avait juste un débordement d'émotions parce que c'était quelqu'un qui était très engagé dans le match, qui voulait tout le meilleur pour les joueurs. Et à ce moment-là, tu l'as dit, c'était compliqué, mais ça revenait. Puis il y a une chose avec le recul dont je me suis rendu compte, c'est ce qui vient à répétition mérite ton attention. Puis à ce moment-là, moi, comme coach, je sentais le besoin d'aller intervenir puis de dire, là, c'est inacceptable. Vous avez le droit d'être là, vous avez le droit à vos opinions, mais à un moment donné, quand ça devient étiqueter de manière négative les enfants et le crier, ce qui veut dire que ça ne s'applique pas juste à ton enfant, même si c'est le cas, ce n'est pas plus valable, mais ça ne s'applique pas juste à ton enfant, mais aux autres aussi. Là, on est en train d'étiqueter les gars, pas les joueurs, les gars, parce que si vous êtes des losers, si vous êtes des pas de cœur, tu n'es pas en train de dire tu t'es retiré d'un duel 50-50 ou tu as perdu 4 matchs de suite. Tu es en train de dire toi, comme personne, tu es un loser. Et ça, ben, j'avais trouvé ça, je trouvais que ça dépassait largement les limites cette fois-là. Moi, comme je te dis, ce moment-là était quand même important parce que, comme tu l'as dit, quand il nous a créé comment une gang de losers, je me rappelle Maître dit sur le terrain, parce que je l'ai entendu sur le terrain, Maître dit, il a raison. Et quand tu dis, c'est super intéressant, ça, quand tu dis il a raison, c'est parce que, puis tu sais, en toute transparence, moi, je connais bien Titi, j'ai une super bonne relation avec lui. C'est un gars qui apporte tellement quand il est sur le bord du terrain, mais tu veux dire que c'est un discours que tu entendais assez régulièrement, Non. Peut-être pas dans ces mots-là, mais ou juste parce que dans le moment, tu t'es dit, ouais, il a raison, ça va vraiment pas bien notre affaire. Bah, c'est plus dans ce sens-là. Okay. Ça va pas bien. Parce que mon père, comme je t'ai dit, il a été dur, mais il n'a jamais utilisé ces mots-là avec moi. Il n'a jamais attaché ma valeur à mes performances. Par contre, quand il me parlait des performances, si elles n'étaient pas bonnes, il se retenait pas. Et elle a la différence. Pour moi, être cinglant dans le jugement d'une attitude, d'une performance, j'ai aucun problème avec ça. Mais que ça devienne... Tu sais, j'ai fait une vidéo, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent probablement là, un peu partout dans le monde, mais pour remettre en contexte, Canadien de Montréal, ici au hockey, c'est une religion, les gens deviennent ultra émotifs, c'est un peu comme le foot en Europe. J'ai fait une vidéo il y a quelques années qui disait aux parents, faites attention à ce que vous dites quand vous regardez les matchs du Canadien à la télé. Je me rappelle de cette vidéo-là, et que vos enfants sont dans la pièce. Parce que si un gars qui gagne un salaire important, une dizaine de millions, et que le gars ne livre pas la marchandise sur le terrain, si tu commences à le traiter de voleur, bien là, attends, le gars ne te livre pas ce que tu as payé, d'accord. Mais ce n'est pas un voleur, parce que moi, j'ai la ferme conviction qu'à ce moment-là, l'enfant qui écoute ça, sa relation à l'argent devient un peu tordue. La même chose si tu as un gars qui rate 2-3 échappées, tu es seul devant le but face au gardien, puis là, ça devient un pourri. Mais ce qui se passe, c'est que le jeune, dans sa tête, quand lui arrive devant le but, bien, déjà, peut-être qu'il va se dire, j'irai même pas là, devant le but parce qu'il y a le risque de devenir un pourri si ça ne fonctionne pas. Ou à l'inverse, s'il a le courage d'y aller et que ça ne fonctionne pas, bien là, il se dit, bien, si le gars qui gagne des millions, c'est un pourri parce qu'il a raté un but, bien, en quoi moi je serais différent? Ouais, donc, c'est clair. C'est vraiment là la nuance, c'est que de critiquer la technique, la tactique, peut-être même le comportement de l'athlète dans ce moment-là, moi, j'ai aucun problème. Mais que ça devienne une étiquette apposée à la personne, c'est là où ça devient soit dangereux ou ultra productif.
Parce que si tu le fais de la bonne manière, ça peut devenir extraordinaire. Si tu dis à un jeune que toi, tu es quelqu'un qui abandonne jamais, peu importe le contexte, tu es un gagnant dans ce sens-là, tu es quelqu'un qui est toujours engagé, peu importe le score, bien, ça devient une étiquette extraordinaire. Mais c'est nous, notre job comme coach un peu, mais surtout comme parent, de s'assurer d'apposer les bons étiquettes. Donc, si on revient à aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire un peu Tu as dit que tu étais là, et bien sûr, tu évolues dans le monde des médias. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les 14 casquettes que tu portes en même temps? Oui. À RDS, oui, parce que en fait, tu as dit 14, puis je me suis dit, c'est beaucoup trop, mais en même temps, je vais commencer à faire le décompte, puis peut-être qu'on n'arrivera pas trop loin. Pour le réseau des sports, j'écris sur le site, principalement sur le CF Montréal, dans les émissions comme Sport 30, qui est le bulletin de nouvelles sportives, au 5 à 7 RDS, qui est une autre émission qui suit l'actualité. Je suis là comme chroniqueur, donc comme analyste. Après, il y a la Coupe du monde qui s'en vient au mois de novembre prochain. Peut-être que je vais faire de la description pour certains matchs, mais je vais certainement faire de l'animation du panel, donc les avant-matchs, la mi-temps, l'après-match, etc. J'ai aussi eu, pendant la pandémie, le privilège d'avoir l'offre de RDS de faire un travail qui, pour la première fois, sortait du cadre strictement soccer. Donc, je suis à l'animation, la co-animation avec deux collègues, Daphné Malbeuf et Meeker Guerrier, d'une émission qui est un genre de quiz, débat. C'est un mix de géopardie, de quiz show qui touche à tout. En fait. Donc, on va de la Formule 1 au baseball en passant par Naomi Osaka qui ne veut pas parler aux médias, par exemple, après un tournoi. Donc, ça a été un gros, gros privilège parce que ça a été une expérience qui m'a énormément fait grandir parce que j'allais au-delà. Je me mettais à nu à quelque part dans le monde du sport parce que j'allais au-delà de mon champ très spécifique de... Je l'espère, de compétences. Ça fait le tour pour RDS. Puis après, je te dirais que du côté de la radio, c'est un peu la même chose dans le sens où j'anime une émission, le FC 919, 2 fois par semaine. Donc ça, c'est 1 heure qui est dans une émission de radio sportive qui est strictement dédiée au soccer. Ça, c'est ultra intéressant parce que j'ai l'opportunité, pas juste de donner mon opinion, chose que je peux faire, mais surtout d'inviter, d'interviewer des gens, que ce soit des gens du monde professionnel, du monde amateur. Je parlais d'Evelyne Viens tout à l'heure, je l'ai eu à plusieurs reprises, comme Gabriel Carl aussi, qui a également remporté l'or à Tokyo avec le Canada. Puis, à part ça, je fais la description, à proprement dit, de tous les matchs du CF Montréal à la radio. Donc ça, et ça conclut, je ne sais pas si on s'approche de 14, mais on ne doit pas être trop loin. Je pense qu'on est à, si je ne dis pas de bêtises, on est à 11, je pense. On n'est pas très loin. Donc, j'arrive, je fais la description des matchs et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, ça a été un gros apprentissage pour moi la première fois que j'ai fait un match de description à la radio. C'est tellement différent de ce que tu as à la télé. Tu n'arrêtes jamais de parler. Le premier match, je l'ai fait à la radio en anglais. Mon premier match radio-diffusé. Je prépare mes notes de la même manière pour la télé ou pour la radio. Tu en prépares toujours trop parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. J'ai dû lire 3-4 % de mes notes la première fois que j'ai fait un match à la radio parce que je n'ai jamais enlevé mes yeux du terrain. Je n'ai jamais arrêté de parler. Puis là, je suis sorti. C'est comme si j'avais fait un Ironman de match. J'étais complètement brûlé. Puis c'est la fois où je me suis dit, OK, il faut peut-être que je réévalue un peu ma manière de faire des matchs à la radio versus la télé parce que c'est pas tout à fait la même chose. T'as tempéré depuis ou tu parles toujours autant? Non, mais tu sais, j'ai trouvé les bons moments où là, on rentre dans la technique, là, mais ça peut être intéressant quand même pour les gens qui suivent un peu les médias puis le foot à la télé ou la radio. C'est de choisir les moments où baisser les yeux sur ta feuille. C'est aussi simple que ça. À la télé, quand il y a 3 passes qui se font derrière, puis tu sais que le latéral gauche s'en va au défenseur central, puis le défenseur central, tu sais qu'il s'en va au latéral droit, bien, dès que le ballon quitte les pieds du latéral gauche, tu baisses tes yeux,
Puis tu as le temps parce que les gens voient ce que tu vois. Tu n'es pas obligé de leur expliquer chacune des passes. À la radio, il faut que tu expliques chacune des passes. Il y a un supporter du CF Montréal, par exemple, qui interagit souvent avec nous, qui m'appelle, qui m'a d'ailleurs donné des conseils quand j'ai commencé à la radio. C'est un gars non-voyant. Il est aveugle. OK. Donc, lui, quand j'ai commencé à interagir avec lui, je me suis dit, c'est pas une blague. C'est souvent cliché quand on commence à faire de la description à la radio. Ce qu'on nous dit, c'est imagine que la personne à qui tu parles est aveugle. Ben, pour Luc, pour ne pas le nommer, je n'ai pas besoin d'imaginer. Luc est carrément aveugle. Donc, pour répondre à ta question, c'est de choisir les moments où tu descends vite, 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 mettre les yeux sur ta feuille, puis après ça, tu peux remonter. Et aussi de savoir, d'avoir confiance que ton analyste, ton collègue, ben, lui, quand il part avec le bâton puis il y a quelque chose à dire, ben, ça te donne une petite fenêtre d'opportunité pour regarder sur tes notes. OK. Et là, avec les 12 casquettes dont tu nous as parlé, en termes de charge de travail, tes semaines ressemblent à quoi? Oh boy, parce que ça m'a l'air intense quand même. Veux-tu qu'on appelle ma femme pour lui demander son opinion? Non, pour rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus personnel, là, dont je parle très rarement publiquement, la dernière année et demie, jusqu'au mois de mars à peu près, c'était intenable. C'est carrément. Là, puis c'est une dynamique qui est intéressante en même temps parce que je te disais que j'ai eu des opportunités, entre autres avec l'émission Les 3 étoiles à RDS. J'avais aucune envie de lever le nez sur cette opportunité-là. Et en plus, c'est arrivé pendant la pandémie. Donc, psychologiquement, tu vois des gens qui perdent leur travail, qui sont mis au chômage forcé. Puis toi, il y a des opportunités qui arrivent, ben, tu prends tout. Tu sautes dessus, tu te dis c'est correct, ça va se rééquilibrer par la suite. Pendant 1 an et demi, 2 ans, on s'en parlait là, avant qu'on commence à enregistrer. Pendant 2 ans, j'ai travaillé 6 jours et demi semaine, pour ne pas dire 7 jours semaine. Là, il y a 2 semaines, c'était la première fois qu'on partait en vacances en 3 ans pour plus que 3 jours avec la famille. Donc, ça a été... il y a eu une prise de conscience au mois de septembre l'an dernier, puis une autre au mois de mars cette année, où je te dirais que la charge de travail en tant que telle est viable, mais il faut que je la réorganise. Il faut qu'il y ait des moments, des cases où je peux, je ne veux pas dire tirer la plug, là, mais avoir un peu de temps pour respirer. Très, très techniquement, là, c'est particulier le travail qu'on a parce qu'il y a des opportunités qui te sont présentées comme l'Octogonal du Canada. Nous, à la télé, on ne devait pas présenter les qualifs de la Coupe du monde du Canada. Littéralement, à 48 heures du premier match, moi, j'ai eu un appel de mon producteur qui a dit « Olivier, ces droits-là devaient être exclusifs sur le web. Et là, on s'enligne pour les faire. Est-ce que ça peut fonctionner pour toi? » Mais moi, c'est oui. Le Canada a des bonnes chances de se qualifier. On ne s'attendait pas à ça, absolument. Mais après, une fois que tu es dedans, tu te rends compte que les 4 dernières fenêtres internationales qui devaient être des vacances en famille, qui devaient être du temps pour relaxer, pour souffler un peu, ça a été du 2-3 matchs par fenêtre internationale. Donc, ce qui devait être des vacances a été des périodes encore plus chargées que d'habitude. Donc, tout ça pour dire que la dernière année et demie a été particulière pour des raisons qui, je l'espère, sont très circonstancielles. Je ne m'en plains pas, mais je suis conscient qu'il faut que je réorganise des trucs parce que si à tous les jours, il y a quelque chose, ce n'est pas une charge de travail monumentale. Tu sais, je ne suis pas à travailler dans une mine 14 heures par jour. En même temps, à la longue, ça peut devenir usant parce que tu n'as jamais une journée de congé dans des scénarios comme ça. Et de manière plus générale, si je devais te demander, selon toi, c'est quoi le rôle des médias sportifs? Je vais te dire ce que les médias ne sont pas pour commencer, puis après ça, je vais te dire ce que les médias sont. Parce qu'il y a souvent eu cette dynamique-là, encore, je ne sais pas où les gens sont sur la planète là, qui nous écoutent, mais à Montréal, par exemple, vu que c'est un marché de MLS, une réalité de marché, il faut que tu fasses ta place dans une ville où le hockey prend beaucoup de place, le Canadien est là, etc. On a souvent eu l'impression que les médias devaient être un agent de promotion du club ou du sport. Moi, ça, j'y crois pas. C'est pas la job de RDS ou de Olivier Brett de faire la promotion de l'équipe nationale canadienne. Ma job, c'est de couvrir avec qualité l'histoire ou la compétition. Et c'est possible de faire l'un sans l'autre? De couvrir l'histoire
avec qualité sans implicitement en faire la promotion par ricochet? Non, non, nous, ce qu'on est, c'est qu'on amplifie. On amplifie ce Ok. qui est déjà là. Donc, moi, je ne suis pas là, par exemple, pour dire, hey, déplacez-vous au stade en fin de semaine, c'est Hmm. vraiment un gros match. Après, Ok. c'est certain que si je le crois vraiment, je vais donner un exemple. Si moi, je pense que c'est un match là, qui pourrait être, oh, c'est pas une grosse équipe qui s'en vient, je vais pas dire, hey, ça va être extraordinaire, Oui, je vois. c'est Ok. vraiment un match. Ça, bref, je suis pas une machine marketing. Mhm. Oui, moi je tiens à élever le. Puis ça, c'est mon truc personnel. Donc, en gros, là, il y a deux trucs. Collectivement, les médias, pour moi, ont comme devoir leur travail. Ils sont payés pour ça, pour couvrir les histoires à l'intérieur du sport, que ce soit le soccer ou autre, puis la compétition en tant que telle. Là où je comprends que certaines personnes puissent être frustrées, c'est qu'il y a des compétitions, il y a des matchs qui n'ont pas eu l'attention qu'ils auraient dû avoir dans le passé. Donc, ça, c'est pas en faire la promotion, c'est juste faire ton travail puis t'assurer que le sport qui est dans ta cour, dans le cas ici au Québec ou à Montréal, ben, tu le couvres comme il faut. Après, il y a des missions que tout un chacun se donne personnellement. Je ne peux pas parler pour les autres, mais moi, ça a toujours été de faire avancer la conversation puis d'élever le niveau de conscience de tout le monde dans la conversation autour du soccer. Je te donne un exemple. Je parle avec beaucoup de gens qui, à la base, se contrebalançaient du soccer. Mais moi, Hmm. je ne suis pas là pour leur dire qu'ils ont tort. Je ne suis pas là pour leur dire qu'ils devraient faire leur job comme il faut. Je suis là pour trouver, ça c'est la mission d'Olivier. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire ça, mais c'est comme Mhm. ça que je conçois ma contribution. C'est de réussir à trouver la porte d'entrée avec ces gens-là, que ce soit des fois, tu sais, moi j'ai des conversations extraordinaires avec Georges Larac, qui adore le soccer à la base, mais c'est un gars qui a passé plus de 10 ans dans la Ligue nationale de hockey. Les gens ne l'associent pas à Ouais. couvrir le soccer. Mais moi, Georges, tu vois, ça a été un outil extraordinaire pour élever la conversation, l'amener à plus de gens, mais ça part de Olivier et Georges. Ça part pas de vous devriez être en train de suivre le Ah, ok. soccer, vous Ouais, je devriez aimer vois. ça et vous n'avez pas compris. Par mes textes, ça, c'est une mission que je me donne beaucoup à travers ça, c'est de faire prendre conscience aux gens. J'en ai écrit un dernièrement qui était pour la Saint-Jean-Baptiste au Québec. C'était Bonne-Saint-Jean. C'était pour mettre en valeur le fait qu'il y a 10 ans, tu étais ici à ce moment-là. Patrice Bernier est arrivé, là. Tout le monde le voyait comme un poster boy, puis ne voyait pas que c'était un gars qui revenait pour être dominant dans la Ligue. Pourquoi? Parce qu'on Hmm. avait toujours l'impression que le Français, l'Italien, l'Argentin qui allait débarquer allait toujours être meilleur que le gars de Brossard. Moi, je me suis battu contre ça. C'est une mission personnelle que je me suis donnée pour dire, hey, la gang, moi, j'ai joué en Irlande à un niveau beaucoup plus modeste, mais je me suis promené, je connais mon ballon, puis je vous dis, Patrice Bernier, Samuel Piette, c'est pas des Gattuso ou des Pirlo. Je ne suis pas en train de les comparer à ça. Mais ce n'est pas des pieds de céleri non plus. Et ce Mhm. n'est pas vrai que n'importe quel Italien, Argentin, Français qui débarque est de facto meilleur que ce qu'on a ici. Et au bout de 10 ans, puis ce n'est pas grâce à moi, mais moi, je pense que je suis un peu monté aux barricades dans ces moments-là pour dire, hey, il faut qu'on change notre façon de se percevoir nous-mêmes. Puis ça, c'est une des missions que personnellement, je me suis donnée au cours des 10 Ok. dernières années. Il y a plein de... Ouf. J'essaie d'ordonner ça dans ma tête parce que là, tu as dit des choses, mon esprit va aller à plein d'endroits différents. Déjà, pour ce que tu as dit, par exemple, sur un Patrice Bernier, un Samuel Piette, moi, je l'ai vu en arrivant en France et je suis d'accord avec toi. C'est pas des bons joueurs. Ils sont pas bons pour des Québécois. Ils sont bons tout Exact. court. Exactement. Ils sont bons tout Exactement. court. Et quand Mathieu Choignard marque un but vainqueur, là, Hmm. ça, c'était un match en fin de semaine. Je pense que pour une première fois cette année, parce qu'on en a vu assez passer à ce stade-ci, c'est Wilfrid Nancy, bon, un gars qui a commencé en Europe, mais qui est québécois en ce moment, qui coach l'équipe. Hmm. Je pense que finalement, on a tourné ce coin-là. Tu sais, Ouais. on n'a plus besoin de justifier ou de se poser la question à savoir est-ce qu'il est là parce qu'il est québécois? Non, il est là parce qu'il a Parce qu'il mérité est sa bon. place. Il est Ouais. bon, puis on a surtout
à l'inverse, vu beaucoup trop de gars arriver de l'étranger puis pas être bons, à un moment donné, là, on peut juste reconnaître ce qu'un joueur est pour ce qu'il donne sur le terrain plutôt que pour sa feuille de route ou la couleur de son passeport. Ouais, non, je sais pas à quel point toi tu peux te lâcher, mais là, tu as dit ça et j'ai pensé à Mankosu direct. Je me suis dit, ce gars-là, je pense que si c'est un Québécois de Québec, il peut pas jouer, à l'Impact de Montréal. Non, Il est venu à et Montréal et puis pourtant, il surfait sur les cheveux longs, il est italien, c'est romantique, c'est tout ça. Et je me dis, quand on regarde juste le terrain, non, les gars, il y non, avait des mais meilleurs joueurs à l'académie. allons plus loin que ça encore. Tu as raison qu'il y avait des meilleurs joueurs à l'Académie. Anthony Jackson-Hamel a ses torts dans sa manière d'aborder un paquet de trucs, mais moi, je pense qu'on ne lui a jamais donné la chance. Après, est-ce qu'il s'est placé dans une position Oui, il y a idéale? ça aussi qui Probablement joue. pas. Mais est-ce qu'on lui a donné la chance qu'on aurait donnée à d'autres? Non. Mais regarde l'exemple que tu viens de donner est parfait parce qu'en 2016, Mauro Biello, et le coach, c'est un gars de la place. Il y a Didier Drogba dans son équipe qui n'est pas bon en 2016. Drogba est arrivé en 2015, a explosé la Ligue. Après, à Noël, ce qui se passe, c'est que Roman Abramovich à Chelsea lui offre une job de coach. À Noël, on ne sait pas s'il va revenir ou pas. Il ne se présente pas, si tu te souviens, au début du camp d'entraînement. Ouais. Là, il y a litige, il s'en va à Dubaï, au Qatar, je ne sais pas trop, puis il finit par revenir. Mais Drogba, puis personne n'a un mot de travers à dire sur Didier Drogba, le gars. Il a continué à contribuer, il y avait vraiment un buzz, il y avait une aura extraordinaire, mais concrètement, sur le terrain, on est arrivé à un point cette saison-là, surtout sur la fin, où Drogba ne faisait pas le travail sur le terrain. Ouais. Mauro Biello, un kid, entre guillemets, de Saint-Léonard, décide de mettre Mankosu sur le terrain. C'était la bonne décision à faire à ce moment-là quand tu comparais ce que tu avais sous la main. Mais pourquoi Mancosu est là? Pourquoi tu as la confiance en Mancosu à ce moment-là? C'est parce qu'il est italien. Parce que si ça avait été à ce moment-là un gars de... Puis je ne suis pas en train de mettre cette responsabilité-là sur Mauro Biello. Je pense que c'était tout l'environnement du club qui faisait en sorte que tu ne pouvais pas te permettre de mettre quelqu'un d'autre. Puis de toute façon, tu n'avais pas 16 options québécoises. Mais bref, c'est parce que Mancosu était d'ailleurs, puis lui, il le sent à ce moment-là. Puis quand tu l'embarques, ce n'est pas par défaut, c'est parce que tu crois vraiment que tu es rendu à une croisée des chemins où lui va être plus, puis ça s'est avéré, il a été bon, il a marqué, puis l'équipe a fait les séries, ils ont connu le plus long parcours de leur histoire, il était à un match d'arriver en finale de MLS Cup. Mais je pense qu'en 2022, on est arrivé 6 ans plus tard à un point où si un attaquant québécois était l'option à choisir, on la choisirait, pardon, ce serait un choix sportif. Ce ne serait pas un débat de c'est juste parce qu'il est de Trois-Rivières, Gatineau ou peu importe qu'on le met là. C'est parce que c'est vraiment la meilleure option que tu as. Puis ça montre à quel point on a fait du chemin. Écoute, 10 ans plus tard, là, après l'arrivée en MLS, on n'est vraiment pas à la même place. J'avais une question pour toi par rapport à 2012. Moi, j'étais en centre de formation à l'époque. Ouais. Et ça n'engage que moi et quelques autres gars avec qui j'étais. Mais je veux avoir qu'on nommera pas. Voilà, qu'on nommera pas. Mais je veux avoir ton avis là-dessus. À cette époque-là, le club passe de la USL à la MLS. Il y a cette volonté de se dire, OK, maintenant, on a un centre de formation. On n'a plus juste une équipe réserve comme c'était le cas avant. On a un centre de formation. Qui va être le premier, deuxième, troisième joueur à se faire ce saut-là du centre de formation à l'équipe première? Est-ce que tu penses à ce moment-là que signer quelqu'un qui a ma tête, John Dinkota, c'est pas très québécois comme nom? J'étais pas assez bon pour signer professionnel à ce moment-là. Donc, je suis mauvais exemple. Regarde, non, mais on va donner des trucs très, très précis. Là. Carl Ouimet versus Zakaria Messoudi. C'est ça, là, dans le fond, que tu es en train de me poser comme question? Ou un Carl Ouimet, parce que j'ai fait le podcast avec Francesco Augustin il n'y a pas longtemps. Un Carl Ouimet versus Francesco Augustin. Est-ce que tu penses que dans ce choix-là, il y a une composante aussi de se dire, parce que je pense que les symboles sont importants aussi. Et ça, je veux pas prêter que des mauvaises intentions par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ça a joué à ce moment-là, à cette époque-là, sur les choix? 100% non. Mais c'est une opinion qui reste personnelle, là, parce que je n'étais pas dans les décisions, mais mon opinion est tranchée à 100%. Absolument pas. Je te dirais même,
que moi, j'irais à l'inverse. J'irais à l'inverse parce que il y avait vraiment cette idée-là qu'ici, il nous manquait quelque chose. Puis ailleurs, puis tu sais, là, on s'entend, je pense qu'on parle de la même chose, là, puis on est dans des ultra stéréotypes, John. Mais John Dinkota, avec le bagage que tu as, est plus de ailleurs que Carl Ouimet ou Samuel Piette, par exemple. Donc, je te dirais que moi, ma perception, c'était même à l'inverse, que pour un Carl Ouimet, à côté d'un Matteo Ferrari ou d'un Alessandro Nesta, c'est mon feeling, encore une fois. Au club, il y avait quelque chose qui ne se pouvait pas là-dedans. Alors qu'un Francesco Augustin, puis là, on parle strictement des noms, mais c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. C'est la première fois que je me rends compte à quel point, moi, j'ai souvent eu ce feeling-là à l'époque que si Patrice Bernier avait été Patricio Bernardinho, ça aurait été plus facile pour lui. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui a un bagage, Patrice est tellement tourné vers le soccer brésilien de par son héritage haïtien. Il n'y a pas plus culture ballon que Patrice. Il a joué pro en Europe, il a été en Bundesliga 2. Donc non, je te dirais que c'est même l'inverse, mais la question est super pertinente. Puis toi, tu l'as vécu, fait que je ne peux pas t'enlever ton feeling. Mais le mien, à ce moment-là, c'était ça. OK. Parce que comme je te disais, une fois qu'on est dans le groupe pro, ça, j'ai jamais aucun doute là-dessus. Je me dis, demain, Nesta est pas bon. Bon, on lui enlève son nom parce que c'est quand même Alessandro Nesta, un de mes défenseurs préférés. Mais je sais pas, moi, un mec comme Nelson Rivas, qui était tout le temps blessé, si lui est pas bon, on va quand même le faire jouer avant un Carl Ouimet, ça c'est sûr. Après, c'était plus dans le passage de centre de formation à professionnel. De mon point de vue, c'est quelque chose que j'avais senti à l'époque. J'avais l'impression qu'il y avait un peu si on fait signer un jeune Québécois, il faut que son nom sonne québécois. Oui, mais non. Moi, je te dirais que non parce que moi, je pense qu'au club, à ce moment-là, on y croyait plus ou moins. Tu sais, Carl Ouimet, c'est Jesse Marsh qui fait signer Carl Ouimet. C'est personne du club. Puis Jesse Marsh, à ce moment-là, était sensible à son marché, dans le sens où il a appris le français à une vitesse hallucinante. Ouais. Avec le recul, on a vu à quelle vitesse il a appris l'allemand quand il est allé dans la machine Red Bull. Mais c'est Jesse Marsh qui le met sous contrat. C'est pas, il n'a pas été poussé par l'académie ou ça aurait jamais. De toute façon, ça ne fonctionne jamais dans aucun club. Quand tu forces un jeune sur un coach d'équipe première qu'il ne veut pas, ça finit tout le temps par partir en vrille. Et Jesse Marsh a d'ailleurs amené Carl Ouimet aux Red Bulls à New York par la suite. Il n'est pas resté 10 ans, mais donc non, je pense que si tu les prends à la pièce, c'est pas, je pense pas que c'était ça qui motivait les décisions de qui passait ou malheureusement qui passait pas. Et pour conclure justement sur mon point original, quand je te parlais du rôle des médias, on a fait un petit détour entre-temps, mais qui est-ce que tu as répondu un peu, mais qui est-ce que tu as en tête quand tu communiques? Parce que ça, je pense que c'est un problème des fois entre des joueurs, des gens qui sont du côté terrain et les gens du côté média. Donc, je vais commencer par cette question-là. Qui est-ce que tu as en tête quand tu communiques? Ah, c'est super intéressant comme question parce que je parlais avec François Gagnon qui est affecté à la couverture du hockey pour RDS il y a quelques années, il y a 2 ans, juste avant la pandémie. Puis François me disait, Olivier, je ne sais pas comment tu fais parce que moi, je parle à des gens qui se croient, du moins, ultra savants dans ce que je parle. Après, ils peuvent s'obstiner avec moi, puis peut-être qu'ils ne connaissent rien, mais ils pensent connaître ça. Bref, ils sont tous engagés, intéressés dans ce que je dis à la base parce que c'est le hockey, ça fait partie des meubles et c'est le Canadien de Montréal en plus. Toi, il faut que tu parles à des gars, des filles qui sont ultra nichés, qui savent exactement de quoi tu parles et d'autres qui ont des fois peut-être même envie de changer de poste parce que leur première réaction, c'est le soccer, ça ne me concerne pas. Donc, il faut que tu trouves le moyen d'être intéressant, peut-être divertissant et pertinent, tout ça à la fois pour t'assurer de garder les gens à l'écoute et que les gens reviennent par la suite et aussi qu'il ait appris quelque chose
à la fin de ton intervention ou de ton émission. Donc, je te dirais que moi, j'ai pas, ça c'est très personnel, je ne pense pas que je peux me permettre de parler à une seule personne. OK. Il faut au contraire que je sois conscient que je parle à une salle au complet. Une salle où tu as des ultras, une salle où tu as des détenteurs de billets de saison depuis 15 ans, puis une autre où tu as quelqu'un qui est débarqué là un peu par accident, puis il faut qu'il reparte avec quelque chose. Ouais. Donc, c'est ma façon de le faire et ça m'a pris du temps, je te dirais, trouver ça et de voir qu'il y a peut-être des trucs des fois qu'il faut sacrifier dans le détail, dans le pointu, tout en restant pertinent, parce que sinon, ceux qui connaissent la game, tu les perds, mais en allant chercher une couleur un peu différente, plus personnelle, peut-être pour que, puis là, je rentre vraiment dans la psychologie de personnes dans les médias, qui est peut-être bonne pour ma relation avec l'auditeur. Peut-être qu'ils se balancent du match dont je parle, mais ils vont peut-être avoir appris quelque chose sur moi au passage parce que j'ai raconté une anecdote ou j'ai utilisé une analogie qui les a accrochés. Et ça, c'est la complexité puis la beauté aussi, je te dirais, de couvrir le soccer au Québec. OK. Parce que je posais la question parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis en France, donc déjà, avoir les chaînes québécoises, c'est un peu plus compliqué. Mais de ce que je vois de l'extérieur et de ce que je vois même dans les médias français, c'est que il y a quand on a des discussions entre joueurs, par exemple, sur les médias et puis certains discours qu'il y a dans les médias, on se dit, on a l'impression des fois qu'on n'est pas concerné. Par exemple, on a l'impression que des fois, on va mettre RMC Sport et puis qu'il y a des discussions qui sont là pour des gens qui peut-être connaissent moins bien le foot. Et des fois, tu as l'impression de regarder et te dire, mais là, j'ai quand même des anciens champions du monde qui sont à la télé. Moi qui suis encore en train de jouer au foot, j'ai envie d'apprendre quelque chose. Ne me parlez pas de oui, Zidane, il était bon. Non, je sais qu'il était bon. Explique-moi dans le détail pourquoi il était bon. Qu'est-ce qu'il faisait de différent que les autres, ses prises de balles, des choses comme ça. Il y a deux trucs dans ce que tu viens de dire. Trois, en fait. Tu me poses la question, qui j'ai comme exemple? Moi, Gary Neville, avec Sky Sports en Angleterre, est phénoménal. C'est un gars qui est capable de parler du côté business. C'est un gars qui n'a jamais eu d'agent. Hein. Puis il a quand même eu des gros contrats, il a joué en équipe nationale, etc. Ah ouais, je ne savais pas. Il a toujours géré ses propres trucs. C'est un gas qui a compris tout ce que les médias peuvent être. Puis il va rentrer des fois si j'invite les gens à aller voir, c'est The Overlap, c'est un podcast filmé qui fait. Il va se promener, aller voir avec Alan Shearer, par exemple, qui explique Shearer que sa statue à son effigie là, à la porte du stade à St. James's Park à Newcastle est techniquement à l'extérieur du stade, à l'extérieur de la clôture, sur les terrains de la ville. La ville a accommodé parce que c'est Alan Shearer, une légende de la place, mais tout ça, c'est parce que Shearer est le propriétaire qui a finalement vendu là, dans la dernière année à Newcastle se détestait et lorsqu'on a installé la statue, bien, ça n'a pas été mis à l'intérieur de la clôture du stade parce que là, ça aurait été le club qui l'honorait. Ça a plutôt été placé de l'autre côté. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'il va chercher des histoires comme ça. Moi, c'est la première chose qui me vient en tête parce que, il y a le capital de confiance des gens, mais il a aussi compris ce qui intéresse les gens à la maison. Il va donner un exemple une fois de temps en temps je me souviens, en 94, quand je suis rentré dans le groupe, je suis arrivé dans le vestiaire, puis il y a un gars qui a mis son bras autour de mes épaules, puis il m'a dit, regarde, ça, c'est le truc auquel il faut que tu fasses attention. Et des fois, c'est strictement de l'analyse du match. Mais c'est le melting pot. Moi, Gary Neville, pour moi, est un panel de médias au complet en une seule personne. Et ça, pour moi, c'est un modèle, mais c'est vraiment, vraiment difficile à faire. Après, la deuxième chose, c'est que tu dis, apprenez-moi quelque chose. Je pense qu'il y a des joueurs, des sportifs de très, très haut niveau, des coachs aussi de très haut niveau, qui prennent une tonne de trucs pour acquis et qui ne comprennent pas. Ils les ont oubliés tellement pour eux, c'est une évidence. Mais il y a des gens à la maison qui seraient intéressés d'entendre ces trucs-là, qui sont peut-être pour eux banals, mais qui ne le sont pas dans les faits parce que les gens n'ont jamais vécu dans le vestiaire. Les gens ne savent pas que quand tu arrives, c'est quelqu'un qui assigne ton casier dans le vestiaire. Ce n'est pas toi qui décides. Ou au contraire, c'est le responsable de l'équipement qui a assigné ton casier, puis il te met tout le temps loin du capitaine parce que c'est comme ça que ça...
je te dis n'importe quoi en ce Ouais. moment, mais les gars vont le prendre pour acquis, ça. Ceux qui ont compris que ça, c'est intéressant, ça devient des puits sans fond d'anecdotes et de contenu intéressant pour les gens. Et pour terminer, la troisième chose, c'était sur Thierry Henry. Moi, je ne pense pas que le travail de Thierry Henry, c'était d'éduquer. Je ne pense pas que le travail de quelque coach que ce soit, c'est d'éduquer. En même temps, est-ce que les gens peuvent... Tu sais, ta mission, ce n'est pas d'éduquer. Wilfried Nancy, qui a pris la place de Thierry Henry, en sait probablement moins sur le foot, du moins venant de sa carrière, que Thierry Henry. Mais on a appris 100 fois plus en quelques semaines avec Wilfried Nancy qu'on a appris avec Thierry Henry. Là où ça rime pour moi, puis ça devient vraiment complexe. Le passage de Thierry Henry a été une grosse période d'apprentissage pour moi parce que je te parlais tantôt de Patrice Bernier puis du fait qu'en 2015-2016, moi, je me disais, je regarde autour, là, les Argentins ne sont pas meilleurs, les Américains ne sont pas meilleurs, mais il y a comme un complexe d'infériorité parce qu'on est d'ici, puis les autres sont d'ailleurs. Donc, par défaut, ils devraient savoir quelque chose qu'on ne sait pas parce que nous, on est de simples Québécois. C'est venu me chercher là-dedans personnellement quand Thierry Henry est passé parce que je l'ai vécu. On a commencé à sous-entendre que les questions qui étaient posées n'étaient pas pertinentes, que les questions qui étaient posées ailleurs l'étaient plus. La vérité, là, puis je me suis cassé la tête pendant longtemps pour ça, c'est que quand Henry représente Thierry Henry, puis c'est ce qui n'a jamais été clair pour moi pendant son passage, puis ça l'a été beaucoup plus quand on l'a vu à Sky Sports après, retourner dans les médias en Angleterre par la suite. Thierry Henry est phénoménal comme panéliste. Il est extraordinaire. Moi, je l'écouterai pendant des heures et des heures et des heures, justement parce qu'il y a des anecdotes. Il tombe dans les détails de quand j'étais au Barça, il fallait que je me tourne un petit peu plus vers la gauche parce que le gars n'allait jamais me donner sur le pied arrière, il allait toujours me donner sur le pied avant. Puis tu te dis, waouh, c'est extraordinaire. Thierry Henry, avec sa casquette de coach, rien. C'était la fermeture la plus totale. Puis ça a été une grosse remise en question pour moi parce qu'on me demandait, par exemple, « Hey, viens, pose plus de questions. » Puis à un moment donné, j'ai dit non. Non, parce que peu importe la question que je pose, ça s'en va nulle part. C'est une confrontation. C'est des questions comme, je te donne un exemple, une fois, ça a été c'était « Moi, je veux une équipe courageuse en possession. » Mais moi, là, pour un gars de médias, qui aime faire avancer la discussion, la réflexion, qui aime élever le discours, c'est extraordinaire. Le premier truc que je me suis demandé, c'est hey, pour toi, là, personnellement, parce que Pep Guardiola aurait peut-être une réponse différente, Klopp aussi. Pour toi, ça ressemble à quoi une équipe qui est courageuse en possession? Puis c'est une question de ballon, c'est pas un jugement de valeur, c'est rien. Là. C'est juste, wow, là, on tombe dans des trucs qui vont pas pouvoir nous faire jaser pendant des semaines, voire des mois, parce qu'on entre dans la tête de Thierry Henry. La réponse avait été, bon, ben vous ne le voyez pas, là, parce que vous regardez seulement les matchs, mais c'est des passes vers l'avant. Vous regardez seulement les buts. Tout ce qui vous intéresse, c'est les buts. Puis à un moment donné, c'est comme une attaque. Attends une minute. Moi, premièrement, les matchs dont tu parles, j'en fais la description, donc je ne me concentre pas. Tu ne me connais pas. Tu es en train de juger ce qui m'intéresse. Tu es en train de juger ce que je sais, ce que je ne sais pas. Puis en plus, tu es complètement à côté de la traque. Puis, tu es en train de m'expliquer quelque chose que oui, j'ai constaté. Des passes vers l'avant, je le sais que c'est plus productif que des passes derrière. Il ne te connaît pas, il ne connaît pas ton background dans le coaching, il ne sait pas que tu entraînes depuis que tu étais adolescent. Et à la base, c'est une question qui n'a aucun jugement attaché. Donc, ça a été un gros épisode de... je ne veux pas dire de remise en question, mais de réflexion sur moi, c'est quoi ma job? Puis, comme je te disais, la mission que je me donne, c'est de couvrir le sport, couvrir les histoires et ensuite d'essayer d'élever la discussion. Élever la discussion dans cette année-là, pour moi, c'était impossible. Donc, je me suis retiré de cette dynamique-là. Je me suis concentré sur couvrir les matchs. Puis après, dans mes autres plateformes, avec mes autres chapeaux, les 11 autres peut-être, bien là, j'ai essayé de faire ce que je me donne comme mission. Mais dans cette relation, je pense honnêtement que c'était juste pas possible. OK. Ouais, non, et puis c'est pour ça que je voulais bien prendre le temps de te demander à qui tu t'adresses et le rôle des médias, parce que je me dis, c'est un peu comme tu as dit, je ne pense pas que ce soit le rôle du coach d'éduquer.
Non. Mais s'il y a les acteurs du foot et entre les acteurs du foot et la grande population, il y a les médias qui font tampon, qui sont là pour relayer l'information. La moindre des choses, c'est quand ce relais-là vient te poser des questions pour aller donner l'information de l'autre côté, au moins de répondre. Et c'est pour ça que je disais, moi, quand j'écoutais Thierry Henry parler aux médias, je me sentais insulté. Parce que Et comme tu dis, quand par exemple tu dis je veux une équipe courageuse en possession, avant même que tu le dises, dans ma tête, je me suis dit, ça veut dire quoi pour toi? C'est quoi courageuse en possession? Et quand le journaliste est là et il pose la question, je me dis, ah, bonne question, c'est la question que j'avais aussi. Et que l'autre répond comme si tu étais un idiot, je me dis, mais c'est moi que tu traites d'idiot par extension. Si je te demande si on prend un petit virage un peu plus light, tes meilleurs souvenirs dans le monde des médias. oh, meilleur souvenir dans le monde des médias. C'est sûr que la couverture de la finale de la Ligue des champions CONCACAF en 2015, c'était particulier pour moi parce que déjà au stade olympique, moi j'étais sur la tribune de presse. Physiquement, ce n'est pas au sens figuré, là, physiquement, la tribune, puis c'est un stade en béton, là, Ouais. la tribune shakeait. C'était fou. Tu sentais là, tout vibrait. Ça a été phénoménal. Ce qui était particulier, c'est que moi, quelques semaines avant, je venais d'arriver à RDS, j'avais quitté TVA Sport et j'aurais dû être à l'analyse de ce match-là parce que TVA Sport était mon employeur précédent. Donc, c'était comme une transition intéressante pour moi. Mais ça, je te dirais que ça a vraiment été phénoménal. Après, comme expérience, tu sais, moi, il y a trois trucs, trois questions que je me pose quand on me propose des jobs ou des défis ou peu importe. C'est est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais apprendre, grandir là-dedans? Puis est-ce que j'ai quelque chose à contribuer qui est singulier? Je ne suis peut-être pas le seul à être capable de contribuer telle ou telle chose, mais est-ce que je suis capable de le faire d'une manière qui est assez unique pour qu'on me choisisse moi ou que moi, je choisisse de me mettre de l'avant plutôt que quelqu'un d'autre? Puis, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est quand on m'a demandé de commencer à faire de l'animation à RDS, moi, ça a été un gros moment pour moi. Je me rappelle le premier match, on a commencé ça soft un peu les samedis matins. Ils m'ont donné de l'animation à faire aux côtés de Patrick Leduc en Premier League. Donc là, c'était 7 heures le samedi matin. Là. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui était réveillé. Ouais. Mais le premier match que j'ai fait en 2016, si je ne me trompe pas, premier match de l'Impact de MLS, on avait encore des droits à l'époque. Je vais toujours me rappeler, j'étais nerveux. J'étais nerveux. Puis Dominique Vanelli, qui était notre grand patron, qui vient de prendre sa retraite il y a quelques semaines, le lendemain, il m'a dit Yeah, t'étais nerveux, là. T'étais nerveux, mais tu vas être correct. T'sais? Ça paraissait dans mon visage. J'étais à l'animation. Là, tu as une responsabilité qui est complètement différente. C'est toi qui gères le temps. C'est à toi qu'on parle dans les oreilles. Puis on dit, là, Olivier, le prochain visuel, on a défoncé notre temps. Il faut l'enlever. On va aller directement en pause. Quand on s'en va en pause, tu vas voir, il va y avoir une image de Mauro Biello. Donc, tu peux peut-être dire... Puis là, tu as tout ça là, qui vient en tête en même temps, en plus d'essayer d'être intelligent. Il faut que tu te mettes un sourire dans le visage parce que moi, à la base, c'est la chose que je ne fais pas le plus naturellement possible. Tu sais, je souris souvent, mais d'avoir l'air accueillant, puis tout ça. Puis il faut que tu poses des questions intelligentes à ton animateur, à ton analyste à côté, qui était Patrick Leduc. C'était pas difficile de travailler avec lui, mais là, tu deviens le chef d'orchestre, puis ta job est complètement différente. La raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que pour les gens, ça n'a pas été un grand moment. Je ne me rappelle même pas c'était quoi le match. Mais ce feeling-là, de savoir que là, je suis en train de grandir. Là, je ne suis vraiment pas sur le pilote automatique. Absolument pas. Mais ça repousse ce que tu es capable le rayon dans lequel je suis capable d'opérer. Puis ça tombe vraiment dans est-ce que je vais apprendre? Est-ce que je vais avoir du plaisir? Une fois que je suis rentré à la maison, oui, parce que dans le moment, je te dirais que j'étais assez nerveux. J'étais assez nerveux, merci. Puis, est-ce que j'ai quelque chose de singulier à contribuer? Oui, parce qu'un animateur qui a aussi un background de soccer, là, ton panel devient quelque chose de différent parce que tu as une discussion, comme je te disais, qui monte peut-être d'une coche. Puis si j'ai un dernier moment,
qui est dans la foulée de ça, parce que ça a été une grande fierté pour moi d'être capable, justement, à la fin de 2016, d'être capable de gérer une situation où tout est parti tout croche. On est c'est une match aller, finale de conférence de l'Est. L'Impact joue contre Toronto. On est au stade olympique, derrière un but. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi ils nous installent dos au terrain quand il y a l'échauffement puis des ballons qui arrivent de tous bords, de tous côtés. Écoute, c'est une des choses pour vrai les plus stressantes parce que tu fais ton segment, puis là, tu demandes à des gens qui, à la base, sont là pour s'occuper du son, de la caméra, de se placer, de se cacher derrière ton podium. Si jamais il y a un ballon, essaye de l'arrêter. Mais là, c'est pas des gardiens de MLS. Là. Les frappes arrivent. Écoute, ça passe, c'est Piatti qui prend des tirs. Bref, déjà, c'est stressant à la base. On fait notre avant-match. C'est un setup qui est différent de ce que tu vis quand tu es en studio. Donc, tu es sur place, tu as une énergie, tu essaies d'entendre des fois là, la foule. Quand tu commences l'émission d'avant-match, la foule n'est pas si bruyante que ça. Là, tranquillement, ça commence à se remplir. Donc, tu entends moins les gens qui te parlent. Puis là, tout d'un coup, j'ai notre producteur, Mathieu Jolivet, qui dit « Olivier, écoute-moi bien. » Puis, parce que des fois, on peut se faire, quand tu commences à être confortable, tu peux faire des blagues, tu sais, un peu à travers le travail. Puis au début, tu t'en fais pas parce que tu restes carré dans tes trucs. Puis, et là, quand tu commences à être plus confortable, puis je commence à l'être à ce moment-là, des fois, tu as besoin de dire, OK, ce que je vais te dire, c'est pas une blague, c'est sérieux, écoute-moi, c'est important. Il me dit, on va être obligé de faire du temps, probablement une vingtaine de minutes parce que les lignes sur le terrain sont mal tracées. La surface de réparation n'est pas de la bonne grandeur. Puis là, il va falloir que quelqu'un aille chercher de la peinture. Puis là, on est à quelques minutes du match. Là. Puis ça n'a jamais paru. Puis ça a été un moment ultra important pour moi parce que pas si longtemps que ça, moins d'un an, là, je perds un peu le fil, mais moins d'un an avant, j'ai un boss qui me dit « Ouais, on croit en toi. » Ça, c'est une des grandes qualités de RDS, c'est de mettre les gens dans des chaises où ils croient que ça va être correct. Il faut que ce soit acceptable en partant, mais c'est surtout le endgame, où tu t'en vas. C'est comme de la formation, dans le fond. Puis de passer de ouais, tu étais nerveux, mais la prochaine, ça va être mieux, à il faut faire de la claquette pendant 20 minutes parce qu'on n'a plus rien à dire, on a fait tout notre contenu. Puis là, sans savoir ce qui se passe, sans savoir dans combien de temps on revient, il faut faire de la télé en direct, en envoyant en pause, en revenant, en se prenant des sujets sur le fly parce que Patrick était bon, mais il faut quand même qu'on s'entende sur de quoi on parle. Ça avait été un gros, gros moment. Puis ça, j'oublierai jamais ce feeling-là de « Oh boy, on n'a aucune idée où cette émission-là s'en va. » Et en même temps, la fierté d'être capable de dire hey, « On est passé à travers, puis il y a un an, jamais j'y aurais cru. » Et dernière question, tu viens de parler de la Coupe du Monde. Comment tu vois le Canada performer à cette Coupe du Monde? J'ai vu un post sur Instagram, je pense que c'est un calculateur des pourcentages de chances que les pays ont de gagner la Coupe du Monde. Et j'ai vu que le Canada, je pense que le Canada était à 0,01, quelque chose comme ça, mais il était… de gagner la Coupe du Monde? Ouais, de gagner la Coupe du Monde. Je pensais que tu disais sortir de son groupe. Là. Okay, là, non, de gagner la Coupe du Monde, mais il était classé, franchement, derrière… je me dis, on a des meilleures chances que ça. Il était classé, je pense, 30e, un truc comme ça. Donc pas top, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses comment tu penses qu'on va performer? Ça, c'est tellement difficile à dire. Moi, je pense que tu as une chance légitime de sortir de ton groupe. Je comprends la Belgique, la Croatie, le Maroc, tous des bons groupes, des bons effectifs, mais je pense que tu as ce qu'il faut déjà en termes de qualité. Mais il y a quelques semaines, je suis allé pour RDS à Vancouver faire des entrevues avec des gars de l'équipe nationale. Puis, ce qui m'a des entrevues qu'on va présenter au mois de novembre. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu n'en as pas un là-dedans qui a le syndrome de l'imposteur. Pas un. Ça veut dire que tu as un travail de fond qui a été fait. Tu n'es pas arrivé là par accident, qualifié pour la Coupe du Monde, puis tu te dis « Oh, boy, OK, là, on a fait pile ou face, on a tout mis sur le rouge au casino avant de rentrer à la maison, puis on a frappé le jackpot, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. » J'ai absolument pas ce feeling-là, puis j'ai interviewé 11 gars. C'est un échantillon quand même substantiel. Des gars que je connais, d'autres avec qui j'ai une bonne relation. Maxime Crépeau, Samuel Piette était là, il y avait des gars du CF Montréal aussi. Mais en revanche, il y avait des Atiba Hutchinson à qui je n'avais jamais parlé de ma vie, Junior Hoylett,
Alphonso Davies, Tajon Buchanan, Jonathan David, et ils sont tous à leur place dans leur tête. Puis je pense que c'est ça le gros avantage du Canada, parce que ce qui est tout nouveau, puis surprenant pour le reste de la planète, est presque normal pour ce groupe-là. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte que tes assises sont beaucoup plus solides qu'un club qui arrive là par accident. Sortir de son groupe, si tu réussis à faire ça, moi, je pense que tu as réussi ta Coupe du Monde. Peu importe ce qui arrive au tour suivant. Et je te dirais même que juste être dans le coup, là, si tu passes à côté de ta qualification, mais que c'est un but qui fait la différence ou un mauvais résultat, mais tu en as donné 2 bons, encore là, je pense que ça va être un peu décevant parce que ce que tu veux, c'est sortir de ton groupe, mais ça va quand même être une Coupe du Monde réussie. Ce que tu veux éviter, là, le scénario 3 défaites, là, ça, c'est certain que c'est une claque. Là. Ça, c'est une claque au visage, c'est certain, parce que cet effectif-là a vraiment le droit de croire, de rêver à passer au prochain tour. C'était pour t'effondrer complètement contre les 3, la Belgique, la Croatie et surtout le Maroc, ça, ce serait décevant. OK. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Olivier, posez-les en commentaire. Et en attendant la prochaine fois, peace!